De nos jours, la chirurgie esthétique semble s'être totalement démocratisée chez les jeunes. Cette hausse ne vient pas seule et s'accompagne de plus en plus d'histoires dramatiques autour de la chirurgie clandestine. Elle rentre en France, au bout de 10 jours, elle a toute la cicatrice qui s'infecte, qui se désunit, tout qui se réouvre. Ce phénomène, on va le décortiquer avec mon invité et on verra que cet aspect sombre n'est qu'une seule face de cette profession. On voit la détresse des gens et c'est vrai que quand on a envie d'aider, c'est quand même un beau métier. Mon invité de ce soir est chirurgien esthétique. Il va nous présenter d'un côté les opérations lourdes et périlleuses qu'il a réalisées, comme des amputations, des greffes de peau pour les grands brûlés et même des greffes de visage pour des personnes atteintes de malformations. C'est des gens, ils peuvent plus avoir de vie sociale parce qu'ils sont monstrueux, entre guillemets. Il nous racontera aussi des opérations plus légères comme les rhinoplasties, des opérations via lesquelles il a aussi aidé des milliers de personnes à se réconcilier avec celui que l'on voit tous les matins devant notre miroir, notre corps. Quand on leur fait l'opération et que je les revois un mois après, et je sens qu'elles ont plus confiance en elles, qu'elles sont radieuses, alors ça c'est le kiff, parce que vraiment là, on sent qu'on a fait quelque chose d'utile. Ce soir, je dîne avec le docteur Frédéric Lange. Nuggets. Bonjour docteur Frédéric Lange. Bonjour Mathilde. Et du coup, tu es chirurgien esthétique. Moi, j'ai une première question déjà, c'est qu'il y a chirurgie esthétique, plastique, je vois plusieurs termes. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence ? Il y a le diplôme, en France, il s'appelle chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ok, Parce que d'accord. l'esthétique, en fait, il est en dernier. Donc, la chirurgie plastique, c'est le terme générique. C'est la chirurgie qui s'intéresse au tissu mou, à la peau, à la graisse. La chirurgie digestive, c'est les organes. La chirurgie orthopédique, c'est les os. La chirurgie plastique, au sens large du terme, c'est la peau et la graisse. Reconstructrice, c'est pour réparer des délabrements qui sont dus à des accidents de la vie, de la voie publique, ou alors des cancers, des maladies mutilantes. Et esthétique, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est la partie beauté, la partie améliorer son apparence physique. Donc toi, du coup, tu te présentes comme chirurgien esthétique, plastique ou... Moi, j'aime bien dire chirurgien plasticien. Ok. Le vrai terme, c'est chirurgien plasticien. Ok, chirurgien plasticien, Voilà. ça claque quand même. Avant de commencer le dîner, on va t'amener un petit apéritif, de l'eau, des petits gâteaux. Nuggets. Avant de te servir de l'eau, est-ce que quand t'étais petit, tu regardais quel âge t'avais dans le fond de ton verre ? Ouais, on faisait ça à la cantine. Et celui qui avait le plus petit non, je regardais pas, mais celui qui avait le plus petit chiffre dans le verre devait aller se servir la carafe à la cantine. Ah ouais ? On faisait Bah ce écoute, truc je à savais la carafe, parce que moi, il n'y a pas de chiffre dans mon verre, mais par contre, dans le tien, il y en a un. 190, ça va. Longévité, je suis pas mal. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est ce chiffre 190 ? À quoi il correspond ? 190, non, je sais pas. Un tour de poitrine. Non, 190, c'est le nombre d'opérations esthétiques qu'a fait Justin Jedlicka, qu'on appelle le Ken humain. Ah. Je vais te montrer une photo que j'ai Ken, trouvée. le mari de Barbie. Ouais, c'est Ah, ça. d'accord. En fait, il a fait toute une série d'opérations. Ça lui a coûté près d'1 million de dollars Ça va. pour ressembler à ça. Ok. Donc, à Ken. Ok. Et la question, c'est qu'est-ce que tu penses toi, de ce phénomène ? Et est-ce que toi, tu as déjà eu des patients comme ça avec des opérations, enfin, une série d'opérations assez conséquentes ? Non, moi, j'ai jamais eu de ce genre de patient. Ça existe. On en voit plus dans les pays anglo-saxons, dans d'autres pays qu'en France, où le rapport à la médecine est un peu différent. Pas du tout pour juger ce qu'il fait ou ce qu'ont fait les médecins, mais on voit que ça, c'est une démarche, je le connais pas, mais c'est quelqu'un qui a dit « je veux ressembler à Ken ». Donc en fait, il a voulu se transformer pour ressembler à un modèle, d'accord ? Comme des gens transforment leur corps dans un but esthétique, avoir des tatouages, il y a des gens qui se coupent la langue, qui se mettent des trucs dans les oreilles. C'est une démarche de transformation, mais c'est pas ça en lien avec la médecine qu'on pratique en France. Parce que nous, on est une médecine du soin, et donc en fait, on change les gens, de fait, mais le but, c'est de soigner un complexe. On n'est pas complexé parce qu'on ne ressemble pas à Ken. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une démarche active. Donc, pour moi, là, on n'est pas vraiment dans le cadre de la médecine. Bien sûr, ça a été réalisé par des médecins, mais il faut comprendre que la notion d'éthique, l'éthique, c'est ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est bien, pas bien, etc., le bien, le mal, elle dépend un peu des cultures, des pays et des périodes. Et nous, en France, on n'a pas trop ce genre de phénomène, entre guillemets, on n'a pas trop ce genre de pratique. Et toi, ça t'est déjà arrivé de refuser une opération à un patient parce que c'était trop ? Mais moi, ça m'arrive de refuser des opérations à des patients chaque consultation, chaque jour. Ah bon ? Oui, mais tous les chirurgiens. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais les chirurgiens disent non très, très, très souvent. Pour plein de raisons. Soit pour des raisons d'éthique, dont on vient de parler, soit aussi pour des raisons vraiment purement médicales, parce qu'on sent qu'on ne va pas pouvoir donner satisfaction au patient ou à la patiente. C'est-à-dire que s'il est dans une démarche de se sentir mieux, d'ôter un complexe, et si on voit que, par exemple, il y a quelque chose de psychologique qui est sous-jacent,
On sent, par exemple, je sais pas, on lui refait la poitrine, mais on sent que le problème sera toujours là parce que c'est quelque chose qui est dans la tête et que ça ne marchera pas. Ben oui, on va plutôt l'adresser vers un psychologue, vers un psychiatre. On va dire non. Mais on dit non tout le temps. C'est difficile, hein. Quand on prête serment, le serment d'Hippocrate, la première phrase est primum non nocere. En latin, ça veut dire en premier ne pas nuire. Donc, si on estime que faire un acte, ça va nuire au patient, généralement, on dit non. Il faut savoir que les chirurgiens esthétiques, généralement, ils gagnent bien leur vie. Donc, ils ne sont pas avides d'une opération pour gagner un peu plus d'argent. Non, la plupart, je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Des gens un peu borderline. Voilà, des praticiens un peu borderline, mais comme dans toutes les professions. Mais grosso modo, il y a une éthique. Et je parle vraiment dans tous les confrères, moi, français, que je côtoie dans tous les congrès. Et il y a une éthique et on dit non très souvent. Alors du coup, bon, tu vas pas opérer Ken, mais quelles sont les opérations que tu fais au quotidien ou que tu as pu faire dans ta carrière en général, en domaine je veux dire. Alors, il faut savoir que la chirurgie plastique, c'est une discipline qui est très, très large. Donc ça, c'est le truc qui m'a vraiment attiré dans cette spécialité, c'est-à-dire que, en fait, je ne veux pas avoir le melon, mais on fait tout, c'est-à-dire des greffes de cheveux jusqu'aux mains, même les chirurgies sur les pieds. On va partout sur le corps et c'est très riche. Donc, pour la partie, par exemple, sur la partie de la silhouette, on peut traiter toutes les séquelles de l'amaigrissement, c'est-à-dire quand les gens perdent beaucoup de poids, la peau qui se détend au niveau du ventre, des cuisses, des bras, etc. On traite les grands brûlés, on traite les cancers du sein. Les patientes qui ont des cancers du sein qui veulent une reconstruction. On traite effectivement tout ce qui est anti-âge, donc les liftings, tous les signes du vieillissement. On traite aussi la chirurgie morphologique, avoir plus de poitrine, avoir un plus petit nez. Tu te rappelles la première fois que tu as eu affaire à un grand brûlé ou Ouais, ça marque hein, quand même. C'était quoi? Ça marque, par exemple, un grand brûlé. Oui, la première fois, c'était, je crois que c'était un monsieur qui avait fait un barbecue, qui avait balancé un truc d'essence pour que le barbecue prenne. Ça a un peu trop marché, parce qu'il y a un coup de vent. Et voilà. Et donc ça, c'est des gens qui ont leur vie qui bascule en une fraction de seconde. Et c'est vrai que c'est des patients, quand on n'a pas l'habitude, ils arrivent comme des momies. C'est hyper impressionnant. Ouais. C'est très, très, très spectaculaire. Ouais. C'est vraiment des choses qui marquent. Ouais. Et ça t'a pas fait peur et tout? Tu t'es dit, au contraire, c'est ce que je veux faire, quoi. Peut-être quand on a baigné dans un milieu médical de famille et tout, on est fait pour ces choses-là. Mais sinon, effectivement, quand on n'est pas de ce milieu-là, les premières fois qu'on voit des trucs comme ça spectaculaires, c'est vrai aussi pour les infirmières, les aides-soignants, tout le personnel soignant, oui, ça prend un peu aux tripes, on se projette, on se dit, putain, mais ça aurait pu m'arriver à moi, etc. Ça fait un peu peur, ça peut dégoûter, mais il y a aussi, on voit la détresse des gens, et c'est vrai que quand on a envie d'aider, c'est quand même un beau métier de pouvoir aider les gens qui sont dans ces situations-là. C'était quoi ta première opération? C'était amputer une dame de ses 2 mains. Et donc tu vois, on n'est pas dans le glamour. Hein. Ah ouais. Donc, il faut savoir que les services de chirurgie plastique à l'hôpital, il y a un peu d'esthétique, mais leur vocation est quand même plus de faire de la chirurgie réparatrice, de façon. Et là, il s'agissait d'une dame qui avait je crois, une méningite, un truc comme ça. Et donc, en fait, elle a fait beaucoup de réanimation. En réanimation, ils administrent, pour que quand les gens sont vraiment à 2 doigts de mourir, des drogues, de l'adrénaline, pour que le cœur tienne. Et c'est vrai que l'adrénaline, ça peut faire nécroser les extrémités, donc les pieds et les mains. Et donc, cette dame, elle a failli mourir. Elle a été sauvée par les réanimateurs. Mais elle a eu, à cause des drogues et des médicaments qu'elle a eu, elle a eu une nécrose des 2 mains et des 2 pieds aussi d'ailleurs. Je faisais ça en même temps avec un chirurgien vasculaire qui lui l'amputait des 2 pieds. Et donc c'était une dame qui avait une 60aine d'années. Ouais. Donc ma première opération, tu vois, c'était pas NUPTA, quoi. Amputation des mains, au-dessus des poignets. Et en même temps, la dame a perdu ses 2 pieds. Donc, ouais, même humainement, psychologiquement, ça doit être dur de. C'était rassurer, travailler avec elle, ça doit être. Mais surtout qu'elle sortait de réanimation. Donc elle, en fait, elle n'a pas pu être beaucoup préparée à... C'était juste après? C'était combien de temps après? C'était juste après. Donc on a dû lui annoncer, et faire l'acte dans les heures qui suivaient. C'est horrible. Donc tu es à peine réveillé de ton opération et on te dit ça, mais tu dois même pas comprendre ce qui se passe. Non, réveillée d'une période de réanimation pendant des semaines, elle était un peu dans le coma artificiel. Ah, ça dure longtemps. Hein. Je pensais que c'était le lendemain. Non, bon voilà, donc ma première opération de chirurgie, choc. Ouais. Ça te met dans le bain tout de suite, quoi. Ouais, tu vois. Donc on n'est pas dans le glamour. Hein. Ouais. Quand tu étais externe ou interne à l'hôpital, du coup, avant d'avoir ton diplôme, est-ce que tu as vu des patients qui t'ont marqué, des opérations Oui, il y avait j'étais dans l'équipe où il y a eu les greffes de visage.
C'est quoi ça? On te greffe C'est une greffe de visage complète. Ah ouais. Il y en a eu une dizaine, c'était l'équipe du professeur Lantieri au CHU Henri Mandor, sur des patients qui avaient soit des maladies qui déformaient le visage, ça s'appelle la neurofibromatose. Tu as entendu parler d'un film qui s'appelle Elephant Man? Oui. Bon, voilà, c'est des maladies comme ça on qui se déforme le visage complètement. Ouais, exactement. Donc, c'est des gens, ils peuvent plus avoir de vie sociale parce qu'ils sont monstrueux, entre guillemets. Donc, c'est les patients qui ont bénéficié de greffes de visage à partir de personnes qui étaient en mort cérébrale et qui donnaient leur... Donc, ça, c'est des chirurgies. Donc, c'est des gens, en fait, on prend le visage de quelqu'un qui est en train de mourir, enfin, qui est mort. Qui est mort, ouais. En train de mourir. Qui est en mort cérébrale. Donc, on prend le visage de quelqu'un qui est mort et on va le greffer sur le visage d'une personne. C'est incroyable. Et du coup, il récupère un autre visage. Il a un autre visage, qui n'est ni son ancien visage, ni le visage du donneur, c'est quelque chose... Et c'est de la peau, le nez, enfin, comment on fait? Ouais, il y avait la peau, les muscles, il faut brancher les nerfs, il faut brancher les vaisseaux. Alors ça, c'est des chirurgies... Limite une tête, quoi, c'est fou. Alors une tête, ça s'est pas encore fait. Je crois qu'il y a un chirurgien italien qui travaille là-dessus, avec l'intelligence artificielle, un neurochirurgien. Bon, une tête, c'est pas encore fait. Mais un visage, oui, ça reste des chirurgies vraiment d'exception. Il y en a peut-être une quinzaine en France. Et ça, c'est des trucs... Alors, c'était sur des patients qui avaient une neurofibromatose, des patients qui s'étaient des traumatismes balistiques, des gens qui avaient fait des tentatives de suicide, qui s'étaient ratés, entre guillemets, mais qui n'avaient plus de visage. Ouais, c'est fou. Mais c'est même comment ils appréhendent leur nouvelle tête. Il y a également toute une équipe de psychologues, de psychiatres. C'est des trucs... Là, on parlait des trucs de l'extrême. Donc, ça, c'est des changements qui sont extrêmes. Et il y a tout un encadrement psychologique qui est très important. Vous pouvez imaginer. C'est quoi la chirurgie que tu trouves un peu dans ce domaine de chirurgie complètement dingue? Tu m'as dit que du coup il y a quelqu'un qui essaie actuellement de greffer une tête entière. Ouais. C'est quoi, quelle est la pratique chirurgicale qu'on fait aujourd'hui où tu dis ça c'est quand même vraiment exceptionnel quoi? Un truc peut-être que tu fais même pas encore et que tu aimerais faire. Une chirurgie qui s'est banalisée mais qui est quand même extraordinaire, c'est la chirurgie de reconstruction mammaire, la reconstruction des seins après les cancers notamment. Et en fait, pendant longtemps, on mettait, mais ça se fait encore, des prothèses pour reconstituer le sein, mais souvent, en fait, les patientes, elles avaient eu de la radiothérapie, des rayons, etc., qui font que c'est pas comme des prothèses comme en esthétique, parce que la peau, elle est indurée à cause des rayons, etc. Et ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, c'est des lambeaux libres. On prélève, par exemple, si la patiente a un petit peu de ventre, on peut prélever de la peau et de la graisse du ventre avec des vaisseaux, une artère et une veine, et on va venir le mettre à la place du sein, brancher les vaisseaux à une artère et une veine qui sont dans le thorax pour que ça vive. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment de la mécanique. C'est presque, je sais pas. C'est du bricolage. Ouais, du bricolage, ouais. C'est incroyable. On a l'impression que tu fais la plomberie, quoi. Dans la c'est un petit peu ça. Il y a un côté très. Donc, c'est de la microchirurgie, puisqu'en fait, on parle de vaisseaux qui sont tout petits, qui font 2 mm à peu près. Ah ouais. Donc, ça se fait au microscope avec des fils très fins et on accroche deux tuyaux comme ça. Donc, c'est de la plomberie, mais de très précision. Voilà. Bah écoute, on va zoomer un petit peu sur ta carrière et toutes les opérations qui ont pu te marquer. Et pour ça, on va passer au plat. Nuggets. Wow. Merci beaucoup. Petite salade crevette, avocat, pamplemousse. Voilà, fraîcheur parce qu'il fait hyper chaud dans le studio, faut savoir. C'est top pour la longévité. Super. Ah ouais, c'est top pour la longévité. Top. Ah mais écoute, moi j'ai hâte que tu m'expliques comment faire 10 ans de moins tout à l'heure. Ça intéressera plus d'une personne, je pense. Du coup, tu nous disais tout à l'heure que ta première opération, c'était une amputation des 2 mains. Ouais. Qu'est-ce qui a suivi? Est-ce que tu as des opérations qui t'ont marqué dans ta carrière à part celle-là? Alors, à part celle-là, les grands brûlés quand même. Les grands brûlés. T'as travaillé longtemps avec des grands brûlés? Oui, même après, quand je me suis installé à mon compte, je continuais à aller faire des vacations, aller de temps en temps au CHU, donner un coup de main chez les grands brûlés. Je suis allé 1 fois par mois ou comme ça. Parce que ça touchait tout le monde, en fait. C'est pas des maladies ou des gens qui auraient fumé toute leur vie ou bu toute leur vie. Enfin, vraiment, ça pouvait tomber, comme beaucoup de maladies d'ailleurs. Et puis il y avait toujours des drames humains. C'était quand même des maladies. Déjà, c'est très grave, notre grand brûlé. Comment ça arrive dans quel contexte souvent? Des accidents, incendies, des incendies, des gens qui perdent connaissance et qui brûlent, des accidents domestiques. Il y a des gens qui se renversent une grosse casserole d'eau bouillante dessus, un enfant qui attrape un truc comme ça. Donc beaucoup d'accidents, des barbecues, des trucs comme ça. Beaucoup de gens qui meurent. Ça va faire une douleur. Il meurt de douleur ou il meurt? Non, il meurt parce que la peau, c'est l'organe le plus lourd du corps humain. En fait, c'est le plus gros organe. En fait, oui, j'ai vu la peau. Ça pèse combien en général une peau? Je crois que c'est 7 kilos. 7 kilos. Ouais, je crois. Si on coupe toute la peau, ça fait 7 kilos quand même de peau, quoi. C'est beaucoup, hein.
Ouais. Et donc, il faut, surtout la peau morte, il faut l'exciser, c'est-à-dire l'enlever, et puis réparer. Et donc, les réparations, ça se fait avec des greffes de peau. Donc, on essaie de prélever la peau là où il en reste. Donc, il reste souvent des zones du corps où la peau n'a pas été brûlée. On la prélève, on prélève juste une couche superficielle. Et puis, souvent, on va l'expandre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on a ça de peau pour couvrir tout le torse, on est obligé de l'expandre. Donc, on passe la peau dans une espèce de machine. Ça fait comme un aminoir. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, ça fait la pâte. Et puis, okay. c'est exactement ça. Ah, et puis, donc, ça, on va la poser, on va la greffer, faire des pansements, etc. Et ces peaux-là, ça cicatrice, ça fait ces cicatrices qu'on voit, qui sont un peu visibles, et qui sont les cicatrices des brûlés. Ouais. Le grand brûlé le plus grave que tu as eu, c'est-à-dire en termes de pourcentage peut-être de peau brûlée, c'était quoi? Des brûlés qui ont été brûlés à 80%. 80%. Qui sont décédés. Il y en a qui décèdent. Ouais. Et là, tu peux pas prendre de la peau de quelqu'un d'autre pour la greffer, ou c'est hyper compliqué? Si, ça existe, mais au-delà d'un certain pourcentage, ce qui va prendre le dessus, c'est l'aspect médical, c'est-à-dire les complications qui sont engendrées par ça, le cœur qui lâche, etc. En fait, les brûlés, c'est un travail d'équipe entre les réanimateurs et les chirurgiens. Parce que du coup, ils sont en train, les réanimateurs, du coup, c'est le service qui est en charge de ramener les gens à la vie, concrètement, de les maintenir en vie pendant les premiers jours, les premières semaines. Hein. Il y a un cap vraiment à passer. Ouais, on peut passer des semaines en réanimation, vraiment. Ah oui, c'est des services. Souvent, il y a des patients qui sont intubés, qui sont en coma artificiel, le temps un petit peu de remonter la pente. Ouais. C'est incroyable. Du coup, tu as fait grand brûlé, tu as aussi travaillé avec des enfants. C'est quoi les autres domaines où tu as pu... J'ai fait aussi, les chirurgiens plasticiens aussi font parfois la chirurgie de la main. Donc ça, j'ai fait un diplôme de chirurgie de la main. J'aurais pu faire la chirurgie de la main après. Pour faire quoi? Pour faire les accidents, c'est principalement soit des pathologies de la main quand on vieillit, de l'arthrose et tout, mais c'est beaucoup les accidents, des artisans qui se coupaient les doigts, c'est aussi beaucoup d'accidents. Des gens qui se coupent les doigts, donc réimplanter les doigts, des choses comme ça. Ça, j'en ai fait pas mal. Ça, c'est hyper minutieux, non? Pareil. Ça, c'est ce que j'adorais. Ce que j'adorais, c'était le côté minutieux. C'est qu'au microscope de la microchirurgie, quand on replante un doigt, il faut raccrocher d'abord l'os, réparer l'os. Non, mais tu plantes un doigt, c'est-à-dire, par exemple, si moi je me coupe là. Alors, si tu te coupes là, ouais. Vas-y. Si là, ça se coupe là, il me reste une phalange, on va dire, un petit peu de muscle. On va essayer de... Alors déjà... Mais disons que j'ai mon bout de doigt quand même dans la main. Je viens de voir, Frédéric. Déjà, on va débarrasser la table. On va se mettre au prof, on va passer un petit coup d'éponge. On va d'abord réparer l'os. D'accord. Parce que c'est ce qui stabilise. On peut, du coup, pas recoller, mais... On met des broches, des plaques. C'est de l'orthopédie. Donc, on va réparer l'os. Ensuite, on va réparer les tendons. Il y a les tendons pour fléchir les doigts, des tendons de l'autre côté pour étendre les doigts. Donc, on va réparer les tendons. On va réparer les vaisseaux, parce que si le sang n'arrive pas dans le doigt, le doigt meurt. Ouais. Si le sang ne repart pas du doigt par les veines, le doigt meurt. Et après, je vais te raconter comment on peut aider ça, parce que c'est pas toujours... Donc, on répare les veines, les artères. C'est de la plomberie, là, c'est vraiment... C'est de la plomberie. Et les nerfs, pour sentir. Okay. Alors, un des problèmes quand on fait de la réparation, parfois sur la poitrine. Désolé, je vais dire un truc un peu écœurant, mais c'est... on est à table, mais c'est pas grave. En 2025, donc on est dans l'intelligence artificielle, les robots et tout, mais il faut savoir que, encore aujourd'hui, en médecine, quand on fait une réparation à lambeau, une replantation de doigts, etc., et que le sang a du mal à s'évacuer. C'est-à-dire que le sang arrive, mais si le sang a du mal à repartir de la zone réparée, qu'elle se gorge de sang, donc cette zone elle va devenir violette et va finir par nécroser. Donc pour aider, il faut évacuer du sang. Si la veine qui a été réparée n'est pas suffisante. Donc parfois on peut faire un petit peu saigner la partie réparée en piquant, en mettant des anticoagulants avec des compresses pour que ça saigne un peu. Mais est-ce que tu sais ce qu'on fait parfois pour aider à repomper le sang de... Je sais pas. Enlever le sang d'une zone du coup qui est mal désirriguée. Je sais pas. On utilise des sangsues. Ah, des vraies petites sangsues au Moyen-Âge, quoi. Ouais. On le fait en pratique quotidiennement. Ça marche vraiment, quoi. Ça marche hyper bien. On les accroche. Alors, des fois, c'est même sur le visage. On accroche des sangsues. Elles vont pomper le sang et puis elles permettent de dégorger le sang. Alors, c'est particulier. Hein. Alors, les infirmières n'aiment pas trop. Soit c'est les infirmières qui les installent. C'est fou, mais vous allez les acheter comme ça Alors, je ne sais pas comment c'est fourni. L'hôpital les a. Alors, c'est au CHU, c'est dans les grands hôpitaux. C'est fou. L'hôpital a les sangsues et on va les chercher. Je ne sais même pas où ils vont les chercher, mais bref, les sangsues arrivent, en mode de sangsues, puis on les pose sur les patients. Les patients sont courageux aussi parce que, pas le choix. Mais... moi je vois ça, je me dis, attends, mais c'est quoi ce truc? Des fois, je me rappelle des fois des patients sur le visage, dans le cou, sur le visage, des zones réparées, tac, 5-6 sangsues, on leur laisse l'après-midi. C'est comme, c'est moyenâgeux. C'est fou. Comme quoi ça marchait bien. Et ça marche super bien. Ouais.
C'est quoi l'opération la plus dingue que t'aies faite? Alors, c'est pas vraiment une opération. Je me rappelle qu'on avait pris en charge une patiente qui s'était fait. Alors, je crois que c'était avec un bus. Je sais plus comment elle s'était fait stripper la peau, c'est-à-dire que un bus l'avait écrasé, mais de façon superficielle, tangentielle. Donc, ça va arracher toutes les parties molles de ses jambes, la peau, les muscles, au niveau des 2 jambes, en laissant les os. Les os n'étaient pas cassés, si tu veux. Oh. Et donc, je crois que c'était un bus ou un camion, enfin un truc horrible. Et donc, on lui a fait, c'était des pansements particuliers qu'on appelle des vagues, des pansements qui aspirent des espèces de mousse qu'on enveloppe et qu'on refait au bloc tous les 2-3 jours. Donc, on entourait toutes ces cuisses, des cuisses jusqu'aux pieds avec ces espèces de pansements en mousse qu'on ferme hermétiquement avec un petit plastique. Et puis après, on branche un petit moteur qui vient aspirer pour évacuer de l'exsudat, pour que ça puisse cicatriser dans les meilleures conditions possibles. C'est difficile de faire cicatriser des lésions aussi importantes. Et donc, on refaisait les pansements tous les 2 jours sous anesthésie, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ça en chambre, c'est trop douloureux. Et ça a duré des semaines et des semaines, jusqu'à... on a réussi à la faire cicatriser, mais ça a permis d'éviter qu'elle soit amputée. C'est incroyable, hein, franchement. C'est hyper impressionnant. Est-ce que tu as une opération dont tu es particulièrement fier? Un truc que j'adore, c'est quand je vois des patientes qui viennent me voir en consultation, je sais pas, pour une chirurgie, on sent qu'elles se trouvent pas jolies. Quand on leur fait l'opération et que je les revois un mois après, c'est rien, une autre posture, maquillées différemment, coiffées différemment, habillées différemment, une autre façon de l'exprimer, je sens qu'elles ont plus confiance en elles, qu'elles sont radieuses. Alors ça, ouais, ça c'est le kiff, parce que vraiment là, on sent qu'on a fait quelque chose d'utile. Et il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on ne mesure pas, quand on n'est pas du métier, c'est qu'il y a en fait, il y a un gros hiatus entre le défaut, ce qu'on va percevoir de l'extérieur, et le complexe. Je t'explique. Des fois, tu as des patientes qui ont, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple du nez parce que c'est ce que je fais le plus, des patientes qui ont un très grand nez avec une très grande bosse et tout, mais elles se sentent hyper bien, elles s'en foutent, elles sont belles comme ça, elles n'ont aucun complexe. Donc ces patientes-là, il n'y a pas à les opérer, tu vois. Et pourtant, si tu prends d'un point de vue extérieur, tu te dirais, elle a un grand nez, tu mesures, etc. Et au contraire, des fois, tu as des patients qui vont avoir un tout petit défaut, d'un point de vue extérieur. Hein. Tu la regardes, tu dis, ça va, tout le monde, tout son entourage, dit, ça va, mais elle ne vit pas. Elle ne vit plus. Elle voit que ça dans son miroir. Elle ne voit que ça, elle a une vision déformée parce qu'elle fait, sans être folle, hein, c'est pas de la dysmorphophobie, hein, c'est un complexe, donc ça l'empêche de s'épanouir, elle pense à ça tout le temps, par exemple, elle veut pas qu'on la regarde de profil, machin, et ça altère sa qualité de vie, ça altère sa santé mentale, ça altère ses relations, ça altère sa carrière, sa confiance en elle. Est-ce que parfois on t'a demandé des opérations vraiment abracadabrantesques? Le truc que je supporte pas, tu vois, alors, Ken, là, c'est l'exemple ultime, mais parfois, tu as des trucs comme ça dans une moindre mesure, des patientes qui viennent avec un visage qu'elles aiment bien, une influenceuse, une actrice, elle me dit, j'aimerais être un peu comme ça, tu vois. Ça, toi, t'aimes pas quand on te montre une photo de quelqu'un et on dit, je veux être comme elle, par exemple? C'est pas... Ouais, déjà, premièrement, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Le mec, il ressemble pas à Ken, t'es d'accord? Oui, et puis surtout, les gens, je trouve, ont un peu une vision morcelée du visage, genre, je veux le nez de machin, le truc, mais en fait, c'est un ensemble... encore une fois, ça répond pas à la vocation de la chirurgie plastique, qui est une médecine. C'est pas pour enlever un complexe. Tu peux ne pas aimer tes oreilles, tu te les faire coller, mais tu vas pas demander les oreilles de, je sais pas, tu vois, de Mathilde. Et du coup, tu as eu des demandes vraiment... Et donc, oui, des demandes, des demandes de trucs de modèles. Après, des demandes, par exemple, sur les prothèses de seins, des demandes de volume extravagants. Ah oui, donc, des trucs vraiment énormes. Ouais, des trucs vraiment énormes. Mais là, c'est encore une fois, tu vois, une patiente qui a pas de poitrine, qui veut la poitrine, évidemment, ça peut se comprendre. Ouais, qui veut passer de A à F comme ça, sans réfléchir. Par exemple, une patiente qui voulait des seins pour être, tu sais, une bête de foire avec des seins comme ça. Il y en a parfois des demandes. Moi, je le fais pas. Après, bon, je juge pas les... En fait, c'est encore une fois, tu vois, l'éthique, c'est pas un truc qui est gravé dans le marbre. C'est un truc où tu mets le curseur. Ouais, c'est dur de se dire en même temps, elle veut faire ça, donc bon, voilà. Mais il y a des chirurgiens qui vont te dire, même en France, ils vont te dire, écoute, tu veux faire ça, je t'explique les avantages, les inconvénients. Tu es d'accord avec ça, tu me payes, je te le fais. Il y a des chirurgiens qui sont comme ça. Moi, je suis plutôt, voilà, quand c'est plus pas traiter un complexe, mais plutôt vouloir une transformation parce qu'on a envie, parce qu'on a la motivation, parce qu'on a un goût, etc. Moi, je refuse souvent. Du coup, tu as dit que certains patients
ont une vision un peu altérée de leur corps et un phénomène un peu plus grave qui s'appelle la dysmorphophobie. C'est quelque chose, c'est un trouble psychologique qui fait que quand tu te regardes, tu as une vision altérée de la réalité concernant ton physique. Donc tu te vois, par exemple, tu vois, quelqu'un qui se trouve toujours, quelqu'un qui est mince et qui se trouve toujours trop gros, c'est de la dysmorphophobie. Quelqu'un qui, voilà. Et ça, c'est un trouble psychologique, mais il y a des caractéristiques, c'est pas un truc, c'est un vrai diagnostic psychiatrique même. Et donc ça, effectivement, c'est des fois, entre un complexe et de la dysmorphophobie, il faut faire attention parce que dysmorphophobie, c'est des patients qui vont peut-être être très déçus de leur opération puisque le trouble est vraiment ancré dans la tête et plus profond que le complexe. Les opérer, ça peut servir à rien, quoi. C'est quoi l'opération que tu préfères faire ? Moi, c'est la rhinoplastie. Ok, donc toi, tu es un peu expert, on va dire, parce que sur les réseaux, j'ai vu, tu as un compte Frédéric Lange. À part pour les rhinoplasties. Un compte Lance de la rhino, parce que du coup, tu fais énormément de non. Ouais, ça, c'est quelque chose, par goût personnel, que j'ai toujours adoré, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Pourquoi c'est la technique qui t'intéresse ? Oui, c'est la technique, c'est que, je sais pas, depuis toujours, je ne saurais pas expliquer. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi la partie un peu respiratoire, fonctionnelle. Et oui, je sais pas, la technique, c'est minutieux. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, c'est comme ça, c'est un goût. C'est marrant. Et est-ce que tu arrives à savoir, quand un patient arrive dans le cabinet, je sais pas s'ils te préviennent avant de ce pourquoi il vient, mais est-ce qu'en voyant un patient, tu arrives déjà à savoir ce pourquoi il vient ? Alors parfois, c'est évident. Parfois, ça me paraît évident. Par exemple, une jeune patiente qui vient pour une réduction mammaire, une patiente de 18 ans, qui est toute fine, qui a vraiment une poitrine énorme, ça la complexe, ça la gêne, elle la cache, c'est lourd, on le voit tout de suite. Tu vois son attitude. Voilà, on voit son attitude, elle se cache un petit peu comme ça. Donc des fois, oui, c'est évident, et alors des fois, pas du tout. Ah ouais. Des fois, pas du tout. Une fois, je me rappelle, j'ai failli faire une boulette parce que je vois un jeune homme rentrer avec des oreilles hyper décollées, comme ça, et j'étais persuadé qu'il venait pour ça. Et donc, j'ai failli dire, lui parler direct de ses oreilles, il venait pas du tout pour ça. Ah ouais. J'avais remarqué. Donc là, on a frôlé l'incident diplomatique. Non, il n'était pas du tout là pour ça. T'as déjà regretté d'avoir opéré quelqu'un ? Ah oui. Ah bon ? Oui. Dans quel contexte ? Par exemple, des patients atteints de dysmorphophobie où j'aurais juré que le problème, il me disait c'est ça. Moi, ok, je dis ok, c'est ça. On fait l'opération et puis finalement, ils reviennent après. Mais maintenant, j'ai ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je les ai opérés pour rien. Ils ont eu des suites, des soins, ils ont dépensé des sous, de l'énergie, ils ont fait travailler des infirmières et tout, alors que ça les a pas aidés. Donc ça j'ai regretté, ouais. Et pareil, en patient, t'as jamais eu une célébrité où tu t'es dit, tu regardes, je sais pas, Jennifer Aniston, d'un coup, on voit qu'elle a fait un nouveau lifting, un truc, et tu te dis, ah non, j'aurais fait mieux. Avec les célébrités, quand même, il y a un truc, souvent, en fait, on voit quand même des célébrités, on se dit, ils sont trop injectés, ils sont pas beaux et tout. On se dit, mais putain, mais quand même, ils ont quand même les moyens d'aller voir les meilleurs chirurgiens. Pourquoi ils ont ces têtes-là ? Oui, c'est vrai, on se demande souvent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, je le vois, les personnes un peu connues que j'ai opérées, le rapport, il est un peu biaisé. Parce que t'as pas un patient normal, tu as quand même un patient qui est connu. Donc déjà, tu as envie de lui faire plaisir, tu vois, c'est un petit peu malsain. Il y a une sorte d'autorité naturelle, c'est compliqué de dire non à quelqu'un de très connu. Ouais, voilà, exactement. Il y a aussi... Il faut le dire, il peut y avoir de l'ego mal placé. Tu sais, les chirurgiens, on a tous des égos, des melons comme ça. Et c'est vrai que tu te dis, choisis-moi, t'es flatté, donc c'est difficile de dire non, etc. Et en fait, la relation, et puis eux ont aussi une image un peu parfois altérée de leur corps. Il faut savoir ce que c'est, être une star de nos jours, avec les photos et le machin. En 2025, je pense que c'est épouvantable. Donc, ils ont une vision complètement altérée de leur truc. Et donc, c'est les patients, avec la relation entre le médecin et les patients, elle est un peu anormal avec les célébrités, et c'est pour ça que des fois on voit des trucs. Je pense que c'est ça qui explique un peu ces abus des fois chez les célébrités. En fait, elle réclame, elle a ce qu'elle veut. Ouais, voilà, un petit peu. On réfléchit pas trop. Un petit peu. Ok. Moi, j'ai une question. C'est quoi la différence entre Botox et acide hyaluronique ? Ah. Parce qu'on voit que c'est un peu les deux injections. À un moment donné, c'était la mode du Botox. Maintenant, il faut faire l'acide hyaluronique. C'est très différent. Les deux, c'est sur le visage. C'est des injections. Les deux, les piqûres. Le Botox, c'est un produit qui va endormir les muscles. D'accord ? On le fait pour le haut du visage. On pique dans les endroits, ça endort les muscles. Et en endormant les muscles, on a moins de mimiques, ça met la peau au repos et du coup, les rides s'estompent pendant à peu près 6 mois. Au bout de 6 mois, les muscles reprennent leur activité, on rebouge normalement et la peau, on revient exactement comme avant. On s'est un petit peu protégé la peau puisque pendant 6 mois, elle n'a pas trop usé, elle a moins bougé. Quand c'est bien fait, on a moins d'amplitude dans la mimique, mais on n'est pas figé. Quand c'est mal fait, ça fait des visages tout figés, le haut du visage tout figé. Donc ça, c'est le Botox, toxine botulique. Il faut savoir que à la base, c'est un produit qui est une toxine qui est le poison le plus puissant au monde.
Ah ouais? Et on Ouais. s'injecte tous... Il est dilué On l'a des pas fait. milliards de fois. Écoute, si on prenait la toxine botulinique pure, à peu près, tu vois, ce volume de ce verre, avec le botox, enfin pas le botox, mais la toxine, le poison pur, s'il n'était pas dilué, avec le volume de ce verre, est-ce que tu sais combien tu pourrais empoisonner de personnes? Comme ça, je dirais, allez, 1000 personnes, quoi. 1000 Il n'y en personnes? a pas beaucoup. 1000 personnes, c'est beaucoup quand même. Bon, je me dis avec des petites gouttelettes. Ok. Ouais. En fait, avec un volume comme ça de toxine pure, tu pourrais tuer l'humanité entière. Donc 7, Ouais, c'est c'est 8 milliards, on est? Ouais, 7-8 milliards de personnes. Ah, C'est le poison le incroyable. plus puissant. C'est plus puissant que les poisons chimiques, c'est plus puissant que ça. Donc, Comment on a trouvé ça? par, comme beaucoup de choses en médecine, par accident, par la maladie. Et donc, on l'utilise en médecine dilué des milliards de fois. Donc, il est parfaitement inoffensif. Et l'esthétique, c'est récent qu'on l'utilise dans l'esthétique. On l'utilise depuis longtemps en ophtalmo, en neurologie, etc., en urologie. Donc, l'esthétique, finalement, c'est arrivé sur le tard. Donc, c'est très safe. Voilà. L'acide hyaluronique, en revanche, ça n'a rien à voir. C'est un sucre, entre guillemets, complexe, qu'on a dans notre peau, dans notre organisme, normalement. Et puis, en fait, au fur et à mesure où on vieillit, cette substance, on en a de moins en moins. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est-à-dire que les cellules de notre corps, elles reposent dans une espèce de un liquide qu'on appelle la matrice extracellulaire et qui est composé d'acide hyaluronique. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on en perd. Et donc, sur le visage, ça fait des espèces d'ombres, les creux, etc. Et donc ça, on peut l'injecter pour restaurer des volumes, enlever des rides. Et ça va concerner plutôt le tiers les 2 tiers du bas du visage. Donc le botox, ça endort les muscles, c'est pour le haut. L'acide hyaluronique, c'est pour le bas du visage. Et c'est un filler, l'acide hyaluronique. C'est-à-dire que c'est un produit de remplissage. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un produit qui est résorbable. C'est-à-dire que ça va partir. Donc, il va falloir le refaire tous les 6 mois, tous les ans, peu importe. Mais le fait que ce soit résorbable, ça permet d'éviter les catastrophes qu'on a vues dans les années 80. Quand c'était figé à vie. Voilà, quand ça faisait des boules qui restaient pour toute la vie, qu'on ne pouvait plus enlever et tout. Donc ça n'existe plus normalement. Nuggets. Du coup, on parlait des célébrités. Et moi, je voulais qu'on fasse un petit jeu. C'est qu'en fait, je te montre des photos de célébrités. Leur avant, après chirurgie. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait de chirurgie, mais en tout cas, c'est ceux qui sont réputés pour en avoir fait. Et je veux bien que tu analyses un petit peu, que tu me dises ce que tu en penses. Un point de vue technique. Est-ce que tu aurais fait mieux? D'abord, il y a Tom Cruise, qui du coup, jeune, ressemblait pas totalement au Tom Cruise d'aujourd'hui. Honnêtement, ce qui me marque le plus là sur le changement, c'est les dents. Hein. Ouais. Là, les dents. Après, il a vieilli. Quel âge il a là sur la photo, tu sais? Là, il a 60 ans d'aujourd'hui, mais la photo, elle a un peu... Il y a quelques années, peut-être qu'il a 50, 55 ans. Il a quand même un vieillissement qui est super. Il est, à mon avis, au niveau... Donc, il y a les dents, ça c'est certain. Je pense qu'il doit faire probablement, évidemment, des soins de peau type acide hyaluronique, botox, des choses comme ça, mais que des choses soft. La forme de son visage, elle n'a pas changé. Il vieillit vraiment très bien. Et je crois c'est quelqu'un qui est très sportif et oui. qui voilà. Je pense. En fait, on en parlera après, tu veux, sur le vieillissement. Je pense plutôt que c'est un vieillissement qui est bien, avec probablement des soins de médecine esthétique, mais assez léger. C'est pas une transformation, c'est pas le miracle d'un chirurgien. Je pense que c'est quelqu'un qui fait des petits soins, mais surtout qui a un mode de vie qui est vraiment très sain. Très sain. Ok. Deuxième, Jennifer Lopez. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, ouais. Alors, Jennifer Lopez, c'est vrai que plus elle vieillit, plus elle est jolie. Donc, alors, elle, je crois qu'elle disait que son secret, c'était l'huile d'olive. L'huile d'olive, ouais. Elle la boit ou elle la met sur son corps? Je sais pas, mais je crois qu'elle disait que c'était l'huile d'olive. Je crois en alimentation. Bon, alors, Jennifer Lopez, c'est pareil. Et je pense que là, sur les photos que je vois, probablement entre la photo où elle était jeune et aujourd'hui, elle a fait j'ai l'impression qu'elle a fait une rhinoplastie parce que son nez il est un petit peu plus fin. Et après, c'est pareil. Je pense qu'elle doit avoir des soins de médecine esthétique, c'est-à-dire des petites injections. Mais il n'y a pas de chirurgie majeure qui ait changé franchement les caractéristiques de son visage. Mais c'est vrai qu'elle est superbe. Et pareil, je crois qu'elle fait énormément de sport et tout. Je crois qu'elle a un mode de vie très sain aussi. Ça joue les gars. De toute façon, ça c'est certain que attendre tout du chirurgien esthétique en ayant par ailleurs, en fumant, en ayant un mode de vie très malsain, c'est illusoire. Les résultats, ils sont... médiocre, quoi. Zac Efron qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a parfois des photos qui sortent où il a une tête complètement incroyable. Ouais. On n'arrive pas à savoir. Parce que je crois pas qu'il ait déclaré avoir fait de chirurgie, mais il a beaucoup changé, quoi. Là, clairement, bon, il a pris quelques années, mais vraiment, ce qui m'interpelle, c'est le changement du tiers inférieur au niveau de la mâchoire.
Donc, il y a un élargissement au niveau de la mâchoire, au niveau des angles mandibulaires. Ça peut correspondre à une chirurgie, à une ostéotomie de la mâchoire. Peut-être qu'il y a une chirurgie pour aligner la mâchoire, pour un problème dentaire, etc. Mais c'est peut-être aussi purement des injections esthétiques, des injections de ce qu'on appelle la jawline, c'est-à-dire un point plus carré de la mâchoire, un peu plus... Exactement, du menton et de la mâchoire. Et là, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Quel effet de la chirurgie? C'est Kylie Jenner. Oui. Bah alors, c'est un peu méconnaissable. Hein, ouais, elle est méconnaissable. Bon, déjà, il faut aussi souligner le fait, moi, à chaque fois, je le redis, mais le make-up, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Parce que vraiment, ça fait une différence énorme, surtout en photo. Elle a grandi aussi, elle était très jeune, je pense, quand on a commencé à la connaître. Alors, il y a un truc, souvent, quand on vieillit, il y a entre 20 et 30 ans, ce qui se passe, c'est que les boules de Bichat, les boules de graisse des joues fondent, généralement, naturellement. Et donc, ça se creuse, le visage s'émacie un peu. Et donc, souvent, on peut croire à tort que c'est des patients qui ont été opérés des joues pour creuser et tout, mais c'est simplement, souvent, ça, on le voit juste avec le vieillissement naturel. Donc là, tu vois, elle est très jeune. Là, elle est un peu avancée en âge. Ce que je vois, c'est la forme du sourcil qui a changé. Alors, est-ce que c'est du make-up? Parce que ça peut aussi correspondre à des soins de ce qu'on appelle de fox eye, donc soit des injections pour soulever le sourcil, c'est une petite chirurgie pour le remonter un peu. On voit que le menton, il est un peu plus pointu, donc je pense qu'il y a des injections au niveau du menton. Les lèvres, surtout, ce qui est le plus marquant, c'est les lèvres, les injections des lèvres. Le nez n'a pas changé. Bon, elle est jolie, plutôt plus jolie. Et sa sœur Kendall? Non, je dirais principalement au niveau du regard, là, la queue du sourcil et puis les lèvres injectées. Et le nez, non, peut-être un peu, non? Je pense pas, non. Ah ouais, tu penses pas que le nez a été refait? Ah, ça peut être le make-up aussi. Ouais, je pense que c'est la photo. C'est dingue. Kim Kardashian, la troisième. Là, le visage, il semble quand même plus long, tu vois, avec, on dirait que la pointe du menton a été un peu injectée pour donner une forme plus triangulaire. C'est dur à dire, parce que cette photo est tellement retouchée, on voit vraiment... Ouais, c'est vrai qu'en fait, avec le retouche et le make-up, c'est vrai que c'est un truc que je dis. Ouais, les filtres et le make-up, c'est plus puissant. Ah, les filtres et le make-up sont bien plus puissants que la chirurgie. C'est plus rapide et moins cher aussi. Je te propose qu'on finisse notre plat tranquille, et puis on va passer au dessert. Avec plaisir. Nuggets. Il y a un phénomène qu'on observe beaucoup en ce moment, c'est un engouement de la chirurgie chez les jeunes, et j'ai trouvé quelques chiffres. De nos jours, la tranche des 18-34 ans fait plus de chirurgie en France que les 50-60 ans. Et il y a certaines cliniques, notamment une très connue, j'ai trouvé les chiffres, c'est que maintenant la moitié des patients ont entre 18 et 35 ans. Donc c'est un vrai phénomène. Comment t'expliques cet engouement? Il y a deux choses. Le premier, c'est que la nature de la chirurgie plastique a un peu changé, puisque longtemps, c'était une chirurgie anti-âge, lifting et tout, pour rajeunir. Donc, c'est plutôt c'est ce qu'on entendait beaucoup il y a 15 ans. Donc plutôt des patients 60, etc. C'est devenu aussi une chirurgie morphologique, c'est-à-dire plus grosse bouche, plus grosse poitrine. Et donc, forcément, ça a rajeuni la moyenne d'âge, parce que l'exercice lui-même de la profession, il a changé. Et d'autre part, il y a la société, de plus en plus une société de l'image, avec les réseaux sociaux, la publicité, etc., les photos. J'ai 45 ans, quand j'étais petit, on faisait des photos, on faisait une photo tous les 10 ans, parce qu'il fallait les faire développer et tout. Maintenant, on fait des photos toute la journée. Donc, on est de plus en plus une société de l'image, et principalement pour les jeunes. Donc, je pense que c'est ces phénomènes qui font qu'il y a cet engouement chez les jeunes. Et surtout que, en fait, c'est bête, mais ça a quand même un coût. Je suppose, la chirurgie, c'est pas tout le temps remboursé. Non. Ça coûte combien, après une rhinoplastie, une opération Une opération, ça coûte quelques milliers d'euros. Ça va dépendre de la ville, de l'expérience, enfin, la renommée du chirurgien. On va dire, pour faire très large, ça peut aller de 3 à 10 000 euros. Quoi. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, c'est cher, la moitié de jeunes qui sont pas censés avoir trop d'argent. Et on voit des gens de 18 ans qui attendent qu'une seule chose. Je vois beaucoup de témoignages comme ça dans des émissions. Ah, moi, pour mes 18 ans, j'ai demandé une augmentation mammaire, quoi. Ouais. Ça paraît un peu lunaire des gens de la génération d'avant, mais... Ouais, c'est vrai qu'on le voit, il y a des patientes parfois... En cadeau d'anniversaire, quoi, des parents qui acceptent... Alors, en cadeau d'anniversaire... Je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu, en revanche, ce que j'ai vu, c'est des parents qui prenaient en charge financièrement des opérations de... Alors, c'est toujours un peu particulier, les parents, parce que les parents, ils sont pris entre le feu ils voient leur fils ou leur fille qui est très complexé, qui leur parle de ça depuis des années. Donc, ils sentent que c'est quand même un truc qui est prégnant. Et le fait que ils n'ont pas forcément envie, parce que ils ont peur, parce que c'est leur enfant, ils n'ont pas envie qu'il change. Donc, ils sont toujours les pauvres. Je n'ai pas été dans cette situation en tant que parent, mais ça doit être pas évident à vivre. Et chez ces jeunes, il y a un truc qui est assez commun, c'est qu'ils regardent pour beaucoup de la télé-réalité. Et c'est vrai que dans le monde de la télé-réalité, on a l'impression que c'est un peu une sorte de microcosmos. Parce que d'un côté, il y a des influenceurs qui font de la chirurgie esthétique, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins visible. Alors que par contre, dans l'univers de la télé-réalité, c'est un truc qui est hyper répandu. Est-ce que ça pèse? Toi, est-ce que tu as des jeunes filles qui viennent te voir, qui te montrent par exemple des filles de télé-réalité qui disent je ressemblais à ça, ou des choses comme ça? Ouais,
J'ai l'impression un peu moins là. J'ai Ah ouais, l'impression qu'il y a une vague qui est passée, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu moins. C'est l'impression que j'en ai, un peu moins influencé par la télé-réalité. Et après, moi, j'ai toujours dit que la télé-réalité, les influenceuses et les personnes de télé-réalité qui faisaient la promotion de la chirurgie plastique faisaient une faute morale, parce que ils font ça dans des collaborations commerciales. Oui, c'est vrai que c'est complètement dingue, mais il y en a qui sont, à savoir, faites attention sur les réseaux, parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour aller faire une opération dans un cabinet et en faire la promo, c'est-à-dire que ou alors pas payé, ou alors pas payé, mais ils font l'opération à moindre coût, gratos, contre de la publicité. Et quand on est influenceur, on influence, mais par définition. Mais on influence qui ? On influence les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire des adultes jeunes, des adolescents, etc. Mais ce que je trouve encore plus grave, moi, c'était des influenceuses qui se faisaient opérer à Dubaï et qui montraient ça comme un spectacle. Comme ce soir je vais en boîte, regardez cette super boîte, regardez demain je vais voir mon chirurgien, c'est super, regardez comment c'est beau son cabinet. Faire ça pour vendre la chirurgie esthétique comme un spectacle, comme une activité, ce soir je suis en boîte, demain je suis au zoo, après-demain je me fais faire des seins, ça va pas, moralement ça va pas, parce qu'encore une fois, le public, ils sont jeunes, influençables, vulnérables, et donc pour moi elle faisait une erreur morale. Et notamment, il y a eu pas mal de cas, du coup comme tu dis, elles font des promotions de cabinets. Alors parfois il s'agit de vrais médecins agréés, mais bon, mais encore j'ai du mal moi à imaginer justement un vrai bon médecin ferait ça, c'est-à-dire passerait par une influenceuse en disant je t'offre ton opération puis tu fais ma promo. Mais il y en avait qui étaient même pas du tout médecins, et on a vu un phénomène pas mal se développer, c'est tout ce qui est médecine clandestine, des gens aussi qui vont à l'étranger faire des opérations. Alors, c'est deux problématiques distinctes. Le premier truc, c'est les médecins illégaux, enfin, les injections. Souvent, c'est des injections, c'est pas la chirurgie encore. Je crois que on commence à le voir, mais c'est plutôt des injections illégales, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas médecins, qui pratiquent des injections de botox, d'acide hyaluronique. Et comment ils trouvent ça sur le dark web, ou c'est des infirmiers? L'acide hyaluronique, c'est très facile à trouver, et le botox, ça se trouve. Ça se trouve. On trouve de tout quand on veut trouver. Des armes, on peut trouver. En fait, ils s'affranchissent. Ils arrivent à s'affranchir. À partir du moment où ils sont en dehors des clous de la loi, ils s'affranchissent de tout. Donc, ils arrivent à se procurer les produits. Ils le font à des coûts un peu réduits, qui ne sont pas donnés quand même. C'est un peu moins cher que les vrais médecins, mais c'est pas non plus donné, je trouve. Et ils le font dans des conditions. Déjà, ils n'ont aucune formation pour ça. Ils connaissent pas l'anatomie du visage. Ils savent pas gérer une complication. Ils le font dans des appartements qu'ils louent, donc dans des conditions d'asepsie, etc. C'est une catastrophe. Très clairement, on voit de plus en plus de patientes qui ont eu des soucis avec ça. Alors, il y a les soucis esthétiques, c'est pas très grave. M'injecter la bouche, c'est moche. Ça, c'est pas très grave. On peut pas en mourir. Mais... On peut pas en mourir. Par contre, des fois, il y a des cas très graves. Parce que, par exemple, le produit, s'il est injecté dans une artère et qu'on peut avoir une nécrose du visage, des infections gravissimes, ça peut finir en nécrose au niveau de la peau, en réanimation, etc. Ouais, donc le reste, en fait, on peut mourir carrément. On peut mourir. On a mis les pieds dans le mauvais... Oui, alors un médecin peut avoir une complication, puisque, encore une fois, mais un médecin, il sait la reconnaître, la complication, il sait traiter la patiente, et il va faire ce qu'il faut, comme il faut. Les complications sur les injections, c'est une histoire d'heure. Donc, un médecin, s'il y a un souci, il est là. Moi, j'ai déjà vu... On est à la clinique, on est pris en charge. Évidemment. Et puis, il y a l'aspect médical. Et puis, le médecin, il a une assurance. S'il y a un souci, il y a la justice. S'il y a un souci avec le médecin, on peut se retourner vers son assurance. Enfin, on est dans les règles. Moi, j'ai déjà vu des patientes injectées par des injectrices illégales. Le jour où il y a eu un souci, la nana couper le téléphone, bloqué. Voilà, on peut sur WhatsApp et c'est fini. Et donc, la patiente n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc elle vient nous voir après, mais c'est trop tard. Après, on répare les pots cassés. Donc ça, c'est quand même des gros problèmes. Ouais, effectivement, ça, c'est vraiment des gros problèmes. Toi, t'en as eu du coup des patients qui revenaient... pas toutes les semaines, mais on en voit. Ils doivent être vraiment... une fois par mois. Alors, des fois... Traumatisés, quoi. Ouais, alors, quand c'est juste esthétique, encore une fois, c'est pas très grave. Quand le truc qu'a fait est pas très joli, parce que le produit se résorbe. Alors, je lui dis, voilà, vous avez... T'as eu quoi, par exemple, comme cas de personnes la bouche, machin, injecter le mec fait 5 injections en trop. En trop, avec le mauvais produit, ça fait comme ça. Je lui dis, écoutez, des fois, moi, je dilue, je les soigne, mais des fois, je leur dis, quand c'est pas trop cata, je leur dis, écoutez, vous avez joué au con, tant pis, pendant 3 mois, vous aurez cette tête, ça va aller mieux, il y a rien de grave, et ça va dégonfler. Des fois, ça va dégonfler, voilà. Et des fois, vraiment, je les aide parce que je me dis... mais aujourd'hui, maintenant, les patientes, elles le savent. Celles qui le font, c'est pour économiser un petit peu d'argent et tout. Elles savent à quoi elles ou des très jeunes qui juste y réfléchissent pas du tout, 18 ans. Oui, il y a ça. Mais en tout cas, ce qui a beaucoup changé, c'est que
l'ordre des médecins, les syndicats de chirurgiens plasticiens et tout, la justice sont vraiment saisis de ces affaires. Et là, ils commencent à... Parce qu'en fait, la justice est toujours en retard par rapport aux délinquants. En fait, le temps que le phénomène se mette en place, voilà, exactement. observable. Mais aujourd'hui, ça y est, les premières peines tombent, etc. Puis c'est des peines très lourdes. C'est des peines très lourdes. Exercice illégal de médecine. Ouais. Et après, il y a ce qu'on appelle le tourisme médical. Ça, c'est un autre phénomène, c'est une autre problématique. Le tourisme médical, c'est des patientes qui vont se faire opérer loin. Parce que c'est moins cher ou parce que... Il y a deux tourismes. Il y a deux tourismes médicaux. Il y a le tourisme médical qui est très, très, très minoritaire. La patiente qui est fortunée, qui dit « je veux faire mon lifting à New York par la meilleure du monde ». Donc elle, il n'y a pas de souci, elle prend l'avion, machin, elle rentre à Paris. S'il y a un souci, elle reprend l'avion, elle a son jet. Bon, voilà. Mais 99,9% des gens, c'est pas ça. C'est des gens qui vont dans d'autres pays faire une chirurgie parce qu'effectivement, le coût est inférieur. Alors, là, je vais être très clair parce que c'est toujours des sujets délicats, mais il y a des très bons médecins dans tous les pays, des très bons chirurgiens, etc. Le problème de la chirurgie, c'est que la chirurgie, c'est pas l'acte. C'est pas que l'acte au bloc. Il faut préparer. Avant, les patients, on en a parlé, la consultation, le rôle de la psychologie, donc voir les patients avant consultation, les opérer et les suivre. On peut avoir une complication le lendemain, on peut avoir une complication une semaine après, et certaines opérations, pendant tout le premier mois, on peut avoir des complications. Alors évidemment, si vous allez vous faire opérer, je sais pas moi, en Turquie, en Tunisie, que vous rentrez une semaine après, que tout va bien, et que 15 jours après, vous vous retrouvez avec un abcès du sein, avec du pus, avec le sein qui va exploser, allô ? Donc voilà. Et donc là, après, c'est la cata, parce qu'il y a des retards de prise en charge. Ces patientes, elles errent, elles passent des coups de fil, elles finissent par arriver chez les médecins français. Et donc, le problème, c'est le suivi et le pré-op aussi. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui consultent directement, mais il y a aussi des organismes de tourisme médical. Ah oui, qui organisent carrément des tours. Et oui, et donc les médecins, ils n'ont même pas leur mot à dire. Parce qu'ils sont payés par un organisme. Et l'organisme lui dit salut, demain je t'ai mis 2 prothèses et tout. Mais il ne se dit pas est-ce que c'est une bonne patiente, est-ce qu'elle est complexée et tout. Oui, c'est un business en fait. C'est un business, il la découvre le jour même, etc. Et il opère. Souvent, c'est des médecins qui sont qualifiés. Donc le geste, encore une fois, c'est pas qu'il opère pas bien ou comme ça, il fait bien le geste, mais la patiente, elle n'a pas été bien évaluée avant, il peut y avoir une complication après. Donc, ça soulève des problèmes. Oui, donc le risque quand même d'aller dans un cabinet clandestin ou d'aller dans le mauvais pays se faire opérer, on peut mourir. Le cas extrême, on peut mourir, oui. Et toi, tu as eu un cas qui t'a marqué, une personne que tu as reçue, un exemple d'une personne Oui, de nombreuses. J'avais une patiente qui avait eu, je crois qu'elle était en Tchétchénie, mais c'était une patiente qui était tchétchène, qui avait eu des injections dans la poitrine pour se faire gonfler la poitrine d'huile. Je pense que c'était une huile de paraffine et tout, donc elle avait nécrosé toute sa poitrine, il n'y a plus rien, juste la peau. Mais sinon, régulièrement, oui, des patientes qui reviennent à l'aéroport, qu'on récupère à l'aéroport parce qu'elles ont 42 fièvres en revenant, elles font une complication. Des patientes qui ont fait des désunions, c'est-à-dire, je sais pas, moi, par exemple, une patiente qui fait une abdominoplastie, un lifting du ventre, et puis elle rentre en France, au bout de 10 jours, elle a toute la cicatrice qui s'infecte, qui se désunit, tout qui se réouvre, tout ce qui s'ouvre et tout. Donc oui, mais c'est la médecine, malheureusement, c'est ça. Hein. Il ne faut pas oublier que la médecine, il y a des suites, des complications, des infections, et le rôle du médecin, c'est de les gérer. Mais quand on n'est pas sur place, c'est difficile. Il y a une question que je me suis posée, du coup, en me renseignant un peu sur la chirurgie esthétique et tout ça. C'est quoi pour toi être beau ? Est-ce qu'il y a des normes de beauté ? Parce que c'est des choses qui évoluent un peu dans l'histoire. Le plus important, en fait, pour moi, en tant que chirurgien plasticien, tu vois, je ne suis pas un esthète, je ne suis pas un peintre ou un poète qui cherche la beauté pour la beauté. Le plus important, moi, en tant que médecin, parce que je suis médecin, c'est que la personne se sente bien et qu'elle se sente belle et qu'elle soit, voilà, qu'elle ait réglé son problème qui était le complexe. On a un autre jeu pour toi, il va être sous la cloche qui est juste là. Nuggets. Ça se mange ou pas ? Ça se mange pas. Ah non, ça se mange pas. C'est des petites cartes. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de cartes ? Attends. C'est un vrai jeu de cartes ? On s'est dit, on va faire un truc un peu comme le tarot. Tu vas me retourner des cartes. Ouais. Je te dis si je sais faire ou pas. Ouais, ou si qu'est-ce que t'en penses ? Parce que parfois, d'accord. Il y a des trucs un peu, je commente. Si t'as déjà fait, si t'as déjà eu un patient. Ok. 2, 3. Je choisis au hasard ? Ouais, choisis des cartes. Alors, liposuction. La liposuction, c'est pour enlever des petites zones de graisse localisées. C'est pas pour maigrir, attention. Okay. C'est pour enlever des zones de graisse qui partent pas. C'est pas pour perdre du poids. C'est quand on a son poids normal, mais qu'on a une accumulation de graisse, un endroit qu'on n'arrive pas à faire. Donc on veut remodeler un peu la forme du corps. Ok. Voilà. Ça, tu fais. Ça, c'est la liposuction. Ouais. Nymphoplastie. Nymphoplastie, c'est une chirurgie intime. C'est une chirurgie des petites lèvres vulvaires pour des patientes. C'est une chirurgie mixte.
une composante esthétique, c'est-à-dire des patients qui sont complexés parce qu'elles ont des petites lèvres un peu trop longues, qui dépassent et tout. Mais c'est aussi souvent des patientes qui ont un problème fonctionnel parce que ça les gêne, ça peut frotter dans les sous-vêtements, lors des rapports. Ok, donc c'est pas que esthétique. Non, souvent c'est un peu mixte. Les patientes qui montent à cheval, ça leur fait mal, donc c'est une demande un peu mixte. C'est pratiqué également par les gynécologues et par les chirurgiens esthétiques. Corne de Corne démon. de démon. Alors ça, c'est des gens qui se font faire des implants sous la peau Ah, ok. pour avoir une Alors, sorte de forme de corne. Ouais. Alors, ça, c'est pas de la chirurgie plastique, c'est pas de la médecine. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, c'est des transformations. Un médecin ne peut pas faire ça. C'est pas des médecins. Non, Ok. on peut pas soigner. Nous, on soigne. Ça, c'est pas un soin, c'est une transformation. Ligne de la main. Alors c'est des gens, ça on a vu ça, des gens qui se refont comme creuser les lignes de la main pour avoir plus de chance parce qu'on dit il y a une ligne pour l'argent, Ah ouais, une ligne d'accord, pour l'amour. je vois ce que c'est. Donc Alors, ils se font remodeler les lignes de la main. Ah oui, non, mais ça va loin, ça. Mais alors ça, pour le coup, là, tu m'apprends un truc. J'avais jamais entendu Ouais. ça. Ouais, non, mais là, c'est du... Bon, c'est de la superstition, mélange de superstition. Bon, c'est de la folie. C'est de la folie, ouais. C'est de la- Allongement des jambes. Bon, ça, c'est technique. Alors, Ça j'ai découvert ça il y a pas longtemps. ouais. Du coup c'est des gens qui se font allonger les jambes. alors, tu l'as comment on fait tu l'as en esthétique. À la base, ça s'appelle la technique, ça s'appelle l'ascenseur d'Ilizarov. Souvent, à la base, c'est pour les gens qui ont des jambes qui ont une inégalité de longueur des jambes. Oui, ce qui peut être très problématique pour le dos, tous les Ah ben muscles. oui. Et donc, en fait, souvent, c'est unilatéral, c'est un côté. Donc, on coupe l'os, le tibia Ouais. et le péroné, on coupe l'os de la jambe, on met un fixateur externe, c'est-à-dire des broches qui tiennent au-dessus de la coupure, au-dessous de la coupure. Oui, avec un espace entre les deux, du coup, là c'est comme ça, on met une broche. Il y a, Ok. voilà, donc il y a un vide, c'est l'appareil là, qui tient la jambe. Ouais. Et chaque jour, en fait, il y a une petite clé à molette, et chaque jour, en fait, on fait un quart de tour, on va faire grandir, écarter les os de 1/4 de millimètre. Ça fait très mal. Donc, en fait, il y a un vide quoi, Il y a un vide, autour de l'os. c'est et on- l'appareil qui tient Ok. qui Et la peau soutient se la jambe. reforme au fur et à mesure. Ah ben la peau elle s'étire comme quand on a une grossesse, comme quand on grossit. C'est complètement- Et donc on voit depuis Wow. quelques temps des gens qui font ça à l'étranger pour grandir. Oui. C'est-à-dire je suis 1m80, je voudrais faire 1m85. Donc avant c'était Sympa. réparateur et maintenant c'est devenu esthétique quoi. Oui, alors c'est très niche, hein. C'est très pas beaucoup de gens qui font ça parce que c'est lourd, c'est très lourd, c'est très douloureux, ça peut s'infecter, ça dure des mois, donc Oui, parce que je suppose qu'à chaque fois qu'on écarte, ça doit faire une douleur. ouais. de Mais j'ai un chien, copain quoi. qui avait eu ça quand il était jeune, ouais, ça fait un mal de chien. Ah, la vache. Donc c'est pas des trucs ça existe, mais c'est pas des trucs du tout. Après non. la chirurgie. Pénoplastie, c'est la Ça, on verge. en a parlé tout à l'heure. Ouais, Alors- du coup, c'est l'inverse de l'autre. presque. Il y a deux types d'opérations. Il y a une opération d'allongement de la verge. C'est possible ça? C'est une opération en fait qui consiste à couper le ligament suspenseur de la verge. En fait, c'est un ligament qui tient la verge dans une certaine position. Et le fait de le couper fait que, à l'état au repos, la verge elle descend plus. Donc elle s'allonge au repos. Ok. Elle change pas en érection. Donc c'est pour C'est vraiment visuel. pour Quoi. les vestiaires, voilà. Ok. Et il y a également donc pour la largeur, la circonférence, l'épaisseur. Ça aussi c'est possible. Tout est possible. C'est le lipomodelage. Donc, c'est des injections on prend de la graisse qu'on va transférer dans une machine, une centrifugeuse, pour la purifier. On récupère les cellules, qu'on appelle les adipocytes. On va les injecter dans la verge. Et eux, en fait, ils vont donner du volume, mais ils vont surtout se transformer. On s'appelle ça une métaplasie. Ça devient des cellules comme les cellules de la verge naturelle. Correction de la gynécomastie. La gynécomastie, c'est quelque chose qui touche les hommes. Gynéco, ça veut dire femme, et mastie, c'est la poitrine. Donc, c'est le développement d'une poitrine chez un homme. Et il y a deux types. Il y a l'accumulation de graisse qui donne l'aspect de sein, mais des fois, c'est de la glande mammaire, une petite ébauche de glande mammaire qui s'est formée et qui donne des seins un peu pointus, enfin, une petite ébauche de sein chez l'homme. Et donc ça, c'est très complexant chez les hommes, c'est une des chirurgies les plus pratiquées, et c'est super. Ça, c'est vraiment une chirurgie un peu plastique qui traite un vrai complexe. Le BBL. BBL, ça veut dire Brazilian Butt Lift, donc c'est le lifting des fesses brésilien. Ça, on entend beaucoup parler sur les réseaux et tout. On en entend beaucoup parler. C'est un peu la même chose que l'augmentation de la verge avec la graisse. Ça consiste à remodeler la silhouette, le bas du corps. Souvent, on prend de la graisse au niveau du ventre et des poignées d'amour, et on vient l'injecter au niveau des fesses. Donc ça permet de creuser la taille, c'est plutôt féminin, et d'augmenter un petit peu le volume des fesses. Et enfin, la suppression de côte. Alors, ça, c'est des trucs pareils. C'est des trucs assez c'est pas banal. C'est surtout pour la chirurgie de la transsexualité, enfin pour des thorax hommes qui veulent se féminiser. Ouais, avoir la forme. Voilà, où les côtes, elles sont pas forcément retirées, mais au moins coupées, cassées, juste pour rentrer un peu comme ça pour changer le truc. Voilà. Nuggets. Du coup, il y a un autre thème que je voulais voir avec toi, c'est la longévité, le fameux comment paraître 10 ans de moins, puisque tu sors un livre. Il est déjà sorti? Il est déjà sorti, ouais. T'as sorti un livre du coup sur la longévité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est pas comment paraître plus jeune, hein. C'est comment être plus jeune. Ah oui, c'est carrément... Vraiment être plus jeune. C'est qu'on a notre deux corps, âges. quoi. Ouais, on a deux âges. On a un âge chronologique, c'est ce qui est marqué sur la date de naissance, et puis un âge biologique. C'est-à-dire que
Moi, j'ai 45 ans, mais je pourrais avoir un âge biologique d'un homme de 30-35 ans, ou alors d'un homme de 55-60 ans. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'est pas... La génétique, ça joue. La génétique, ça joue, mais on n'est pas prisonnier de nos gènes. Le rôle des gènes, il est plutôt minoritaire, c'est-à-dire, on va dire, en fonction des sources, des études, entre 7 à 25% de la responsabilité sur le vieillissement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 75 à 80%, même 75 à 90% du vieillissement que l'on peut contrôler. Donc en fait, on a beau se dire, ah bah mon père ceci, ma mère cela, en fait finalement, c'est nos choix qui influencent plus que notre génétique. Oui, largement. C'est dingue, hein. On n'est pas prisonnier de ces gènes. Alors, il y a des maladies familiales, et puis il y a aussi, je dis toujours ça avec un message d'humilité, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont un mode de vie super sain et qui ont été foudroyés par un cancer à 40 ans, et Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, qui a fumé jusqu'à 115 ans, elle a arrêté de fumer parce qu'elle n'arrivait plus à s'allumer les cigarettes toute seule. Mais elle a fumé toute sa vie, elle a vécu jusqu'à 120 ans. Donc, c'est une règle générale, mais grosso modo, effectivement, on a quand même une emprise très puissante sur notre vieillissement, et on n'est pas programmé génétiquement, enfin, l'emprise, elle est surtout ce qu'on appelle épigénétique, c'est-à-dire par nos choix, notre mode de vie. C'est ça qui va conditionner notre vieillissement et donc notre âge biologique, puisqu'en fait, vieillir plus lentement revient à être plus jeune biologiquement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 10 ans de moins ? Alors, très bien, c'était rectifié. En fait, il y a deux choses qu'on peut faire. Il y a ce qu'on appelle les piliers de la longévité. Donc ça, je vais t'en parler, c'est 5 choses. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un peu le biohacking, c'est-à-dire les petits trucs du quotidien qui ont un retentissement. Les piliers de la longévité, c'est simple. C'est pas des trucs miracles, c'est des trucs simples. C'est l'alimentation, l'activité physique, le mouvement, la non-sédentarité surtout, c'est-à-dire faire du sport, bouger, la gestion du sommeil, le stress et, hyper important, les connexions sociales. Tu as déjà entendu parler des Blue Zones ? Non, c'est quoi ? Les Blue Zones, en fait, c'est 5 régions dans le monde où il y a un taux de centenaire qui est 10 fois supérieur aux autres régions. Et, c'est Okinawa et tout, non ? Voilà, et des gens qui ont beaucoup moins de cancers, de maladies, de diabète, d'obésité, qui vivent très longtemps en très bonne santé par rapport aux autres. On sait que ce n'est pas génétique. Ces gens-là, s'ils déménagent, la génération d'après, ils vont avoir les mêmes problèmes que là où ils déménagent. Donc, c'est pas leur génétique, c'est leur mode de vie. Et en fait, donc, ces 5 régions, c'est Okinawa, au sud du Japon, Nicoya, c'est une ville au Costa Rica, certains coins de la Sardaigne, Ikaria, une île en Grèce, et enfin Loma Linda, c'est une petite communauté en Californie, mais c'est une espèce de communauté religieuse qui vit selon... C'est très réparti dans le monde, étonnamment. C'est très réparti dans le monde. Du régime crétois, du régime Okinawa, mais finalement, il y en a partout, en fait. C'est exactement ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a partout, mais en fait, quand on les observe, il y a des trucs qui reviennent, des points communs, les 5 patterns. Et c'est quoi ces points communs ? C'est le type d'alimentation, donc c'est une alimentation préférentiellement végétale, pas végétarienne, mais plus végétale que nous, moins transformée, moins de sucre, moins de sel, moins d'alcool. C'est des choses simples, en fait, des céréales plus complètes. C'est des choses qu'on sait tous, quoi. Et donc, l'alimentation, donc un peu plus végétale, un peu moins transformée que nous. Le mouvement, c'est des gens c'est pas des gens qui vont avoir une pratique sportive, je vais faire du sport pour être en bonne santé. Souvent, c'est pas des gens qui sont dans les clubs de sport et tout, mais par contre, ils ont un mode de vie qu'ils bougent tout le temps. Loma Linda, par exemple, c'est une communauté religieuse, ils sont pas dans les 10 000 pas, ils font 20 000 pas par jour. Ou par exemple, des travaux peut-être, des choses comme ça. Exactement, leur mode de vie, leur profession. En Sardaigne, ils sont dans des villages escarpés et à 90 ans, ils vont chercher le pain, ils montent des escaliers, pas possible. Mais c'est la répétition de faire ça tous les jours, quoi. Le sommeil de qualité. Bon, on sait qu'on dort une heure de moins qu'il y a 50 ans aujourd'hui, c'est normal. Et il y a aussi un truc qui est très important, le stress, la gestion du stress. Ça, c'est hyper oxydatif, c'est ça, le stress, ça fait vieillir les cellules plus rapidement puis ça tue. Ça tue plus rapidement parce que ça crée des maladies, de la tension, ça crée des cancers, etc. Et puis, les connexions sociales, ça c'est hyper important. Souvent, les personnes âgées sont maintenues dans la cellule familiale, ou au moins dans la communauté. Ils ont toujours un rôle dans leur environnement. Ils ne sont pas parqués dans des... Pourquoi ? Pour stimuler les fonctions cognitives, le cerveau. Ça les maintient, le fait d'avoir une activité, etc. Et donc, en fait, ces choses-là qui sont simples, après, dans le bouquin, je ne rentre plus dans les détails et tout, mais en fait, c'est ces trucs-là qu'on appelle les piliers parce qu'on les retrouve partout. Il n'y a aucun truc miracle là-dedans, mais il y a quand même des choses à intégrer. Et ces choses-là, en fait, font que ils sont longtemps en bonne santé. En Occident, il y a seulement 5% des gens qui ont une activité physique suffisante pour être protectrices pour leur santé. 95% des gens ne bougent pas assez
pour que ça puisse préserver leur santé. 95% des gens. C'est énorme. Donc c'est énorme. Hein. Et on a tous les moyens, on a des pays développés, on a tout. Ouais, et puis encore plus grave que de pas faire de sport, c'est la sédentarité. C'est rester assis toute la journée. Il faut savoir que c'est mieux de jamais faire de sport, mais d'être, je sais pas moi, jardinier, d'être toujours debout toute la journée. Ça, c'est bien meilleur pour la santé que d'être cadre assis au bureau, secrétaire assis au bureau toute la journée, et le week-end aller courir 10 bornes. On a fait un coup de sport. Ouais. Du coup, voilà, on a les 5 piliers qui vont vous permettre d'avoir 10 ans de moins. Comment on peut éviter les rides ? Alors, déjà, tu vois, en faisant ça, c'est-à-dire en mettant en place tout ce qui va nous permettre de ralentir notre vieillissement, ça va aussi se voir physiquement puisque on est vraiment biologiquement plus jeune. Par contre, la peau, la particularité de la peau, ça marche pour tout l'organisme, mais la particularité de la peau, c'est qu'il y a aussi l'interaction avec le soleil. Et donc la peau, elle subit le vieillissement naturel du corps par notre mode de vie, le vieillissement génétique, mais en plus, il y a les agressions du soleil, puis c'est l'interface avec le monde extérieur. Donc, même avec de la crème protéger. Et tout, il faut faire attention. Et voilà, donc, c'est là que j'y venais, c'est que en protégeant sa peau du soleil, en fumant pas, en faisant attention à consommer moins de produits sucrés. On entend souvent qu'il faut commencer à prendre soin de sa peau, tout ça, à partir de 25 ans. On dit souvent, oui, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer la crème anti-rides et tout, surtout pour les femmes. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ? À partir de quel âge il faut commencer un peu à s'inquiéter, on va dire, ou à s'intéresser au sujet ? Alors, pour sa santé, dès la naissance, protéger sa peau du soleil, dès la naissance aussi. Maintenant, protéger sa peau des effets du vieillissement, mettre des crèmes anti-âge, etc. Je dirais que c'est quand vraiment on commence à en ressentir le besoin. Il n'y a pas un âge. C'est vrai que généralement, les premières ridules qui apparaissent, c'est aux alentours de 25 ans et c'est les coins de l'œil. Donc ça peut être pas mal. C'est vrai que plus on commence tôt à protéger, à prendre soin de sa peau, plus on aura des résultats pérennes et dans le temps. Et comment tu vois le futur de la chirurgie esthétique ? Moi, je pense qu'il va y avoir un peu une sagesse, la chirurgie esthétique. Là, c'est une discipline qui est encore un peu jeune, il y a un peu un truc d'exubérance et tout. On teste des trucs. Mais, pas dire qu'on teste des trucs, mais je pense qu'on n'est pas encore au stade de la maturité de cette spécialité et qu'on devrait, je pense, à une évolution plus soft, je dirais. Pour finir cette interview, on a un dernier petit jeu pour toi. Nuggets. Ah non, Docteur Maboul. Ouais, le fameux. Alors, on va tester mes réflexes. On a glissé, tu vas voir. C'est vrai ? Alors attends, comment ça ? Ah, il y a un petit message. Donc si je touche le métal... Ça fait plus le bruit maintenant, ça fait que vibrer. Et on a glissé des petits papiers. Ouais, je vois là. Ouais, c'était surtout ça. Tu peux t'amuser à attraper un peu de l'eau si tu veux. En fait, je commence à être presbyte, donc pour voir de près comme ça, j'ai besoin de lunettes. Bon, premier test réussi. La vraie beauté est si particulière, si nouvelle qu'on ne la reconnaît pas pour la beauté. Je crois que c'est une phrase de Proust. Ah ouais, mais attention, c'est beau là. Mais là, on part dans des hauts trucs de philo. Attends, je suis juste un chirurgien, moi, je suis pas un philosophe. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la beauté. C'est le côté subjectif. Oui. Alors attends, je prends le deuxième papier. En fait, les papiers, c'est le plus simple. La beauté n'est pas aussi belle que l'on le pense. Tu sais d'où ça vient ? C'est, je sais pas, Eric et Ramsey, non ? Non, c'est le slogan de Nip Tuck. Ah, la beauté n'est pas aussi belle qu'on le pense. Parce que dans la série, on voit un peu les dessous de la chirurgie. Nip Tuck, ils nous ont fait... C'est vrai ou pas ? Ils nous ont fait... Non, mais Nip Tuck nous ont fait plus de mal que de bien. C'était tellement... fallait que ce soit une série. Donc, c'est vrai que dans les médias, dès qu'il est question de chirurgie plastique, c'est rarement... Tu vois, je pense que les trucs que je t'ai dit, tu vois peut-être un peu les choses d'un angle un peu différent, mais souvent, ce qui est relayé dans les médias, c'est les ratés, les scandales, les trucs, machin, les histoires Et en fait, on est assez loin de ça, tu vois. Enfin, j'espère que j'ai réussi à faire passer... pas beaucoup des grands progrès, on va dire. Ni des progrès, ni des trucs positifs et sains et scientifiques, quoi. Nuggets. Super, écoute, merci beaucoup Frédéric d'être venu pour cette interview. Merci Mathilde. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, on a pu aborder plein de thèmes hyper intéressants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des questions à poser à Frédéric. Et surtout, si vous avez une vie aussi extraordinaire ou des histoires à raconter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email que vous trouverez en description ou juste là, d'ailleurs on va afficher à l'écran. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.